Nous démarrons par l'actualité. Comme vous le savez, la variole du singe continue de se propager. L'Afrique est fortement touchée, plus de 20 000 cas depuis le début de l'année 2024 dans au moins 13 pays. Parmi eux, des pays jusque-là jamais touchés par la maladie comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. La République démocratique du Congo reste le pays le plus touché. En Afrique de l'Ouest, ce sont le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Alors, au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar et l'Organisation ouest-africaine de la santé viennent d'achever un atelier régional de formation sur le diagnostic moléculaire de la variole du singe. Au total, 35 experts venant des laboratoires de 17 pays africains ont été formés. Objectif, former justement le personnel des laboratoires ouest-africains aux techniques de détection de la variole du singe. Les détails dans ce reportage de Moustapha Diakité qui a assisté à cette formation. Attestation entre les mains, Yavo Kona Albert a bénéficié de la formation sur le diagnostic du virus du Mpox. L'ingénieur de la recherche en plateforme de biologie moléculaire à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire se réjouit des nouvelles connaissances qu'il a obtenues. Il y a 2 ans, une formation pareille sur mon Mpox avait eu lieu. Donc il y a mon collègue avec qui je travaille à la biologie moléculaire qui était venu. Donc cette fois-ci, le patron a bien voulu que je vienne pour pouvoir être au même niveau des formations et puis surtout venir partager l'expérience que nous avons en matière de lutte contre cette nouvelle pandémie qu'est le monkeypox. Sérénité au visage, Yavo Kona Albert se dit déjà prêt à appliquer les nouvelles techniques de diagnostic et à faire barrage au Mpox. La formation a été pratique, déjà une mise à niveau de l'épidémiologie de la maladie. Donc nous avons reçu des informations en plus. Et puis pour nous qui sommes du labo, je dirais c'est ce côté-là qui nous intéressait vraiment. Nous avons vraiment été pratiques durant toute la semaine. On a fait des manips 2 fois, 3 fois pour certaines manipulations. C'est des techniques que nous connaissons déjà, mais avec le partage qu'on a vu avec nos formateurs, nos facilitateurs d'ici, ça permet quand même d'avoir une certaine idée pour pouvoir bonifier. Ça nous a donné l'opportunité de pouvoir apporter un tant soit peu ce que nous savons et les échanges que nous avons eus. Dr Mamadou Kébé, chargé de laboratoire au niveau du bureau pays OMS de la Mauritanie, a aussi renforcé ses capacités en matière de détection du Mpox. Outillé en connaissance, il s'engage dans la lutte contre la maladie. La Mauritanie a eu la dernière fois à avoir un cas suspect qui s'est révélé après analyse au niveau du laboratoire de référence comme un cas vraiment négatif. Donc pour l'instant, nous continuons vraiment de surveiller. Nous avons élaboré grâce à l'appui de l'OMS et le centre d'opération des urgences de santé publique et aussi la direction de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique a élaboré un plan de préparation, de prévention et de réduction des risques liés au Mpox. On est venu ici à Dakar pour vraiment avoir les mises à jour par rapport au diagnostic d'un Mpox et nous allons retourner avec des réactifs en Mauritanie, Inch'Allah. Cet écosystème. Le Mpox, une épidémie difficile à détecter selon le professeur Thierno Diallo, coordonnateur du hub régional des urgences de l'OMS à Dakar, d'où l'importance de la formation. Cette épidémie est une épidémie très dynamique, très complexe aussi, qui a plusieurs mécanismes et modes de transmission simultanés. Il y a un mode de transmission de l'animal à l'humain, il y a un mode de transmission de l'humain à l'humain. Parfois à travers un contact simple, parfois à travers des contacts aussi sexuels, aussi de nature sexuelle. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui se mettent ensemble aujourd'hui. Donc, on a différentes variantes aussi du virus. Il y a actuellement 3 clades ou 3 prototypes qui circulent. Il y a le prototype 2, le prototype 1A et le prototype 1B. Il y a 3 pays qui ont confirmé des cas, mais il y a les capacités de testing et c'est ce que l'on vient de faire maintenant là. Les défis actuels, est-ce que vous en avez? Toutefois, les pays menacés par la maladie doivent relever un certain nombre de défis. En Mauritanie, l'arrivée massive de réfugiés complique la riposte. Dr Mamadou Kébé. Vous savez qu'on a une situation particulière en Mauritanie, la situation sanitaire, parce qu'elle est marquée aussi par l'avènement des réfugiés maliens, au niveau de Bassikono et plus particulièrement au niveau de Kandabera. Donc on a enregistré ces derniers camps plusieurs centaines de milliers de réfugiés qui viennent là-bas. C'est pourquoi on a enregistré ces derniers temps une recrudescence de certaines maladies telles que la diphtérie, telles que
donc la rougeole. Voilà, donc on est confronté à cette situation vraiment particulière donc qui un peu doit être considérée donc dans la gestion donc des urgences en Mauritanie. Au Libéria, plus de 160 cas de Mpox ont été confirmés dans 49 districts. Le pays reste frappé par plusieurs défis, dont le manque de personnel. Abin Sinotou, technologiste en laboratoire médical au Libéria, a participé à la formation. Après la formation, nous retournons afin de mettre d'application ce que nous avons appris ici à Dakar. Nous avons essentiellement travaillé sur les séquençages et sur ces points, nous avons fait part à nos collègues et facilitateurs des défis auxquels le Libéria est confronté. Mon pays a un grand besoin de soutien. Nous avons des difficultés malgré les départements de séquençage dont nous disposons. Nos capacités à faire les séquençages de la molécule du Mpox sont très limitées car nous n'avons pas beaucoup d'experts qui peuvent assurer les diagnostics du Mpox au Libéria. Avec sa trentaine de cas de Mpox, la Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par la maladie après le Nigeria et le Libéria. La Côte d'Ivoire n'est pas également à l'abri des défis, selon Yavo Kona Albert. Le défi majeur, ce serait peut-être de manquer de réactifs. Sinon, le personnel technique existe, le plateau technique existe et on avait envoyé nos premiers cas au Sénégal pour confirmation, donc ça a été confirmé. Donc on n'est pas encore arrivé du côté séquençage pour pouvoir savoir exactement si c'est exactement le clade 2, mais aujourd'hui j'ai eu la réponse parce que les frères de l'Institut de Dakar on sont allés jusqu'au séquençage et ils ont confirmé que c'est vraiment un clade 2. Nous avons renforcé nos capacités de séquençage et si jamais nous avons les réactifs, je pense que nous n'allons pas nous arrêter qu'à dire que si c'est clade 1 ou clade 2, nous allons nous atteler aussi à souvent voir s'il y a des mutations, s'il y a des variations de gènes, si c'est exactement le même qui circule, par exemple au Libéria qui est en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que c'est un message qu'on peut voir ces différences, tout ça. Quid du vaccin contre la variole du singe? La question est encore à l'étude en Afrique, mais des pays tels que l'Allemagne, l'Espagne et la France annoncent déjà l'arrivée d'1 million de doses de vaccins selon Africa CDC. Une bonne nouvelle d'après le professeur Thierno Diallo. Le coordonnateur du hub régional des urgences de l'OMS à Dakar insiste sur la sensibilisation des populations au niveau local afin d'éviter une propagation progressive du Mpox. Et puis, mais avant, évidemment, comme je l'ai dit, on veut vraiment se mettre dans une logique. Merci beaucoup, Moustapha Diakité. Vous vous êtes également entretenu avec le professeur Thierno Diallo, coordonnateur du hub régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé à Dakar. Vous revenez en détail sur la particularité du Mpox et sa propagation sur le continent. Vous parlerez aussi de la vaccination. Professeur Thierno Baldé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la clôture de l'atelier régional sur le diagnostic moléculaire de la variole du singe. Et plusieurs experts des laboratoires de 17 pays africains ont été formés. Quel bilan en tirez-vous? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. Il s'agit vraiment d'une étape très importante dans le processus de préparation et de réponse à cette épidémie-là. Vous savez, le Mpox, on l'appelle maintenant Mpox. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on le retienne tous ici ensemble. Donc, le Mpox a été déclaré comme étant une urgence de santé publique de portée mondiale, donc qui va au-delà des limites d'un seul pays ou bien d'une seule région. Donc, il fallait vraiment poser des actes très forts. Et le premier acte qu'il faut poser, c'est comment est-ce qu'il faut détecter les cas et les confirmer. Parce qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent avoir une présentation clinique similaire. Donc, une fois que tu vois des gens qui ont une présentation de cette façon-là, ils vont voir un professionnel de la santé, il faut faire le diagnostic de confirmation. Et beaucoup de ces pays-là, la première demande qu'ils font généralement à nous les partenaires, l'OMS, l'Institut Pasteur de Dakar, c'est comment faire la confirmation de ce diagnostic-là. Donc c'est un besoin réel des pays, un besoin réel des populations. On vient de faire cette étape-là parce qu'on a formé les gens, on a bénéficié de l'expertise technique
des partenaires de l'Institut Pasteur, de l'OMS et aussi de l'OAS, donc pour faire cette formation. Mais au-delà de cette formation, on a donné aussi des kits, des réactifs pour les laboratoires. Comme ça, ils vont pouvoir directement utiliser ces réactifs pour tester les 100 ou les 200 premiers cas suspects auxquels ils feront face. Donc pour nous, c'est vraiment un succès très important, un événement majeur dans le cadre de la préparation et de la réponse à cette épidémie. Cette formation a été initiée pour faire face au virus du Mpox. Comment permettra-t-elle justement de contrer la maladie? Comme je l'ai dit tantôt, l'une des étapes les plus importantes, c'est cette confirmation diagnostique. Alors là, aujourd'hui, on a des experts, on a des pays qui sont capacités, qui savent comment le faire, le diagnostic moléculaire. Ils ont les réactifs, ils vont rentrer dans ces pays-là, ils vont pouvoir se mettre à la tâche automatiquement. Ils vont pouvoir aussi former et accompagner d'autres personnes qui sont dans ces pays-là, constituer une masse critique de personnes qui peuvent faire ce diagnostic. Une fois que ce diagnostic il est fait, il y a toute une autre chaîne d'action qui doivent arriver ici, qui va donc, par exemple, la prise en charge clinique, au suivi des contacts, mais aussi à la recherche, à la compréhension de la logique évolutive de cette maladie-là, à travers beaucoup plus de recherche opérationnelle. Plusieurs pays ont déjà été touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou bien du Libéria. Quel est l'état de la situation dans ces pays? Oui, cette épidémie est une épidémie très dynamique, très complexe aussi, qui a plusieurs mécanismes et modes de transmission simultanés. Il y a un mode de transmission de l'animal à l'humain, il y a un mode de transmission de l'humain à l'humain. Parfois à travers un contact simple, parfois à travers des contacts aussi sexuels, aussi de nature sexuelle. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui se mettent ensemble aujourd'hui. Donc, on a différentes variantes aussi du virus. Il y a actuellement 3 clades ou 3 prototypes qui circulent. Il y a le prototype 2, le prototype 1A et le prototype MB. Et donc au niveau ici de l'Afrique des pays comme le Nigeria, donc on a vu ici certains prototypes, y compris le 1A, le 2, mais aussi donc ce nouveau prototype là, le 2B qu'on a vu dans d'autres pays donc d'Afrique centrale tels que la RDC, le Burundi aussi, mais du côté de la Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, par exemple, ce n'est que le prototype 2 qui a donc une transmission interhumaine, mais aussi peut-être une transmission zoonotique. Donc, c'est vraiment une épidémie qui est très complexe. Donc, il y a plusieurs mécanismes là qui se passent actuellement. Et comme vous le dites si bien, pour les cas confirmés actuellement, mais il faudrait faire, il y a 3 pays qui ont confirmé des cas, mais il y a les capacités de testing, et c'est ce qu'on vient de faire maintenant là, elles sont un peu limitées. Donc, il va falloir donc prendre ces mesures-là, ces chiffres-là avec une certaine prudence parce que les capacités de testing, donc, elles sont relativement limitées. Certains pays qui n'ont pas encore enregistré de cas sont sous surveillance. C'est le cas du Sénégal qui compte 19 cas suspects. D'autres pays sont également sous surveillance comme en Guinée. Et comment faire justement pour renforcer la surveillance dans ces pays afin d'éviter d'éventuels cas de Mpox? C'est tout ce que nous sommes en train de faire là actuellement. Donc cette surveillance-là, c'est de pouvoir davantage interpeller les gens, former les médecins, former les professionnels de la santé. Et c'est ce que ces pays-là sont en train de faire avec notre appui. Donc on forme ces gens-là pour qu'ils puissent identifier les cas quand ils arrivent dans la communauté, qu'ils puissent le répertorier, que le pays puisse s'organiser à travers la mise en place donc de systèmes de gestion donc de ces urgences-là. Donc ça, c'est mis en place un peu partout. Donc les pays sont en alerte maximale. Et donc leur offrir évidemment donc tous ces réactifs-là, tous ces matériels et tous ces équipements pour pouvoir donc gérer un peu ces épidémies-là, cette épidémie. Et l'Espagne, la France et l'Allemagne annoncent l'envoi de près d'1 million de vaccins dans plusieurs pays africains afin de faire face à l'épidémie de Mpox. Le Nigeria a reçu ses doses hier. D'abord, que faut-il comprendre par ce don? Les vaccins constituent une des mesures, une contre-mesure de la lutte de ces épidémies-là. Donc c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose de très important. L'OMS travaille actuellement donc à mettre en place ou en tout cas évaluer à travers des procédures d'urgence sur les différents vaccins qui peuvent être efficaces face à cette maladie-là. Et il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'acquis par rapport à la pandémie de la COVID-19, par rapport à tous ces différents processus-là. Donc c'est quelque chose de très important, la disponibilisation des vaccins. Mais au-delà de la disponibilisation des vaccins, il y a aussi l'acceptation de ces vaccins-là par les communautés, donc l'explication. Et ça, ce n'est pas un pays tiers ou bien c'est quelque chose de très local.
il faut pouvoir parler avec les gens, il faut pouvoir les engager comme il faut qu'il crée des liens de confiance avec ces gens-là pour qu'ils comprennent ce dont on est en train de parler avec des évidences, avec des images, qu'ils comprennent et qu'ils essaient de se protéger, qu'ils comprennent l'importance de cette maladie-là. Donc, je crois que les vaccins qui sont arrivés sont importants. Il faut accompagner l'arrivée de ces vaccins-là de toute l'autre architecture, l'autre écosystème, toutes les autres mesures pour accompagner la réussite un peu de ces campagnes de vaccination-là. Mais au-delà aussi des vaccins, prendre aussi toutes les autres mesures de réponse de santé publique, que ce soit la surveillance, que ce soit la prise en charge clinique des cas, que ce soit le transport des échantillons, que ce soit le diagnostic, le testing, que ce soit la coordination, que ce soit vraiment cet engagement communautaire-là. Donc, il y a un package, il y a un ensemble et le plan qui vient d'être développé par l'Organisation mondiale de la santé avec les différents partenaires ici inclut un peu toute cette panoplie d'actions-là qu'il faut mener ensemble, simultanément, pour pouvoir répondre et contrôler cette épidémie. Dernière question maintenant, à quand la production de vaccins ici en Afrique? Là aussi, il s'agit d'un processus qui est actuellement en cours et on est très chanceux d'avoir certains partenaires qui travaillent dans cette logique-là, comme l'Institut Pasteur de Dakar ici. Et vous voyez, cette formation conjointe, on est en train de la faire. Cette collaboration, elle est là. Au-delà de Pasteur Dakar, vous savez, on est une organisation mondiale, donc il y a d'autres hubs qui existent, par exemple le Rwanda. C'est vraiment, il y a tout un agenda un peu autour de ça qui se discute à tous les niveaux, à des niveaux très, très politiques, à des niveaux très 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 stratégiques et puis donc on fait tous les efforts aussi pour informer ces décisions-là à ces niveaux-là. Donc je pense que c'est quelque chose, tout le monde est conscient de l'importance donc de développer ces outils-là, mais c'est des enjeux aussi très 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 importants qui ont des implications, beaucoup d'autres implications dont il faut tenir compte, mais je pense que les efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là. Professeur Thierno Baldé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, Moustapha Diakité, et à votre invité. Vous suivez Capital Santé. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir. Dans la deuxième partie de ce numéro, comme annoncé, l'éducation complète à la sexualité change la vie parce qu'elle permet aux jeunes de mieux comprendre leur sexualité, de lutter contre les grossesses non désirées et précoces, les maladies sexuellement transmissibles, les avortements à risque et j'en passe. Pourquoi insister alors sur l'éducation à la sexualité aujourd'hui? Parce qu'elle informe sur les différentes formes de protection. Elle permet d'avoir accès à une information fiable, complète et adaptée. Nous sommes avec des jeunes du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Dorcas Esilevi Afidelali du Togo et Abdoulaye Dani Kayatou du Niger. Nous, d'abord, y a-t-il des associations, chers jeunes, ou des structures étatiques qui en parlent chez vous, où les jeunes peuvent aller pour comprendre ce qui se passe dans leur corps? Pense-t-on assez aux jeunes dans ce domaine précisément? Bonne question. Par exemple, pour le cas du Niger, tout est en vert. On a une loi SR, on a le décret d'application qui a été difficilement obtenu justement depuis 2006. Il a fallu 2019 pour avoir le décret d'application et tout ça. Ça en dit long sur le contexte, le combat qui a été mené. On a des politiques et stratégies en matière de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mais quand même, il y a à un moment, c'est vrai, nous avons mené un fort plaidoyer depuis ces dernières années quand même pour que la majorité de ces textes et stratégies puissent être révisées parce que ça ne répondait pas à nos besoins. Comme quoi, par exemple? Exactement. Par exemple, si on prend récemment, il y a des articles de la loi sur la santé de la reproduction qui ont été révisés, bien que ça reste encore. D'accord. Parce qu'à un moment, c'était clairement dit dans la loi que pour avoir accès à des services de santé de la reproduction, il faudrait être un couple légalement marié. Et à ce moment-là, nous savons qu'au Niger, aujourd'hui, tous les jeunes et les adolescents ne sont pas mariés. Et si on doit dire que pour avoir accès aux services en matière de santé de la reproduction, en matière de planification familiale, il faut être dans le couple, ça veut dire que les jeunes et adolescents qui ne sont pas mariés sont laissés à leur sort. Pourtant, c'est un droit. On doit avoir accès à ces services-là pour pouvoir nous protéger, avoir la bonne information pour pouvoir mener une vie de jeunesse ou d'adolescence saine et responsable. Et si la loi ne prend pas la majorité en compte, je me dis, c'est clair que la loi ne répond pas aux aspirations des jeunes. Ça a été révisé, il y a toujours un truc bateau qui est là, mais quand même,
il y a eu une évolution par rapport au début. Et si on prend la stratégie nationale en matière de lutte contre les grossesses non désirées, en matière de la promotion de la SR en milieu scolaire et tout ça, c'est des documents qui ont été élaborés justement parce qu'il y a eu ce plaidoyer des organisations de la société civile, des jeunes, le besoin est là. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on est en train d'évoluer. Et ça prend de plus en plus en compte nos besoins, en tout cas pour le Niger que je maîtrise et dont je suis très active par rapport à ça. Les textes et politiques qui sont en train d'être révisés, d'être élaborés, adoptés, puisqu'on est impliqué. Pour vous, dans l'immédiat Kadiatou, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous, jeunes, vous vous sentiez vraiment considérés, pris en compte, puisque nous parlons d'amélioration justement. Exactement. Dans l'immédiat par rapport à ce qui est par rapport à ça, on a besoin vraiment d'une vulgarisation à échelle de ces lois-là qui existent déjà, parce qu'il faudrait que l'ensemble des jeunes à tous les niveaux puissent déjà prendre connaissance de l'existence de ces textes-là, connaître le contenu pour pouvoir défendre et protéger leurs droits. Aujourd'hui, si je pars à l'hôpital ou dans un centre de santé en tant que jeune, il faudrait déjà que je puisse savoir que c'est mon droit, que l'agent que j'aurai en face de moi a le devoir de me prendre en charge, de m'écouter et de satisfaire mes besoins. Ça me permettra de faire un rappel à l'agent parce que c'est une réalité qui est là aussi. Et le mouvement accueille les préjugés des agents de santé qui se permettent de créer des barrières entre les jeunes. C'est parce que nous ignorons également. Mais si je suis bien outillée et que je sais telle disposition m'accorde ça et me protège, ça veut dire que je pourrais réclamer, revendiquer ce droit-là. Et au-delà de ça, que nous puissions avoir des discussions, quand même agir en synergie d'action, que ce soit le niveau étatique, le ministère de la Santé, que ce soit les juristes et nous, organisations de jeunes. Donc, vous avez suivi ce que Kadiatou a dit, votre mot par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez vraiment impliqué ou bien pris en compte? D'accord. Donc, il faut savoir que d'abord, au Togo, nous n'avons pas le décret d'application. Donc, même s'il y a la loi qui est constituée d'articles qui sont très joliment écrits, reste à voir est-ce que c'est applicable. Parce que si on lit, on se base, c'est peut-être l'erreur que nous les activistes on a fait au début. Nous ne sommes basés uniquement sur la loi en disant que nous voulons ça. Et lorsqu'on va sur le terrain, il n'y a pas le décret d'application. Donc les sages-femmes ont peur. Les prestataires des services ont peur parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Mais lorsqu'on se base uniquement sur ce qui est écrit à la loi, dans la loi, si on doit le respecter mot à mot, ça allait nous aller. On avait dit il n'y a pas de souci. On peut accepter ça pour le moment. Et plus on avance. Selon vous, jeunes, qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui manque? Il faut savoir au fait que c'est bien vrai aujourd'hui, nous voulons aller loin. Nous voulons vraiment passer la porte de non-retour, comme le disent les Béninois. Mais il faut savoir également que nous sommes dans des sociétés africaines. Et nous avons nos tabous, nous avons nos us et coutumes. Et même si on se bat pour les combattre, ils sont déjà là. Moi, à quelque part, je me dis c'est aussi ce que peut-être nos dirigeants craignent en premier lieu. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre nos valeurs si nous acceptons tout ça? Est-ce que nous ne poussons pas les jeunes à la dérive lorsqu'on fait ça? Le planning familial. Justement, c'est ce que la plupart des parents pensent, que lorsqu'on va rendre ça accessible à tout jeune, ils vont rentrer dans la perdition, ils vont rentrer dans la perversité. Il y aura beaucoup de choses, la délinquance juvénile, et il y aura des jeunes qui vont s'adonner au sexe à outrance. C'est ça l'erreur. Parce qu'on n'a peut-être pas des études, mais lorsqu'on discute avec les jeunes qui sont mieux outillés, à qui on a présenté toutes les méthodes contraceptives, ces jeunes-là sont mieux protégés. Il n'y a pas de grossesse précoce, il n'y a pas des infections sexuellement transmissibles. Et si par méga ces infections surviennent, ces jeunes ont l'information que je dois aller dans un centre de santé. Alors que si on prend un jeune qui joue à l'hypocrite parce que justement les parents ne veulent pas que j'ai accès à ça, et il faut savoir qu'actuellement on n'a plus d'enfants. Les enfants savent tout. Les adolescents savent tout. Que tu le veuilles ou pas. Enfin, même plus que les adultes. Voilà, même plus que les adultes. Il va falloir même que nos parents se posent la question. Lorsque j'ai eu mon premier rapport sexuel, est-ce que j'ai informé mon papa? Lorsque j'ai eu mon premier rapport sexuel, je n'avais pas de téléphone portable. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, tu as toutes les informations, les vraies comme les fausses. Et on sait que l'humain, il est beaucoup plus attiré par ce qui est faux. Donc, c'est mieux si on arrive vraiment à passer outre ces us et coutumes, on arrive vraiment à légaliser tout, on arrive vraiment à prendre le courage de donner le décret d'application là pour que les sages-femmes et les prestataires de services soient libres d'appliquer cette loi-là. Parce que si la loi est là et que les personnes qui doivent donner les services ont peur parce que rien
ne les protège, il n'y aura pas d'avancée. Donc il y a cet aspect également que nous voulons que nos dirigeants prennent vraiment le courage et qu'ils donnent le décret d'application. Alors, quel doit être aujourd'hui le message, surtout le message des jeunes, pour pouvoir rassurer? D'accord. Il va falloir d'abord qu'ils prennent conscience que nous savons déjà tout. Donc, nous savons tous. Ok, donc je lui parle. Ils devraient savoir que nous savons déjà tout. Oui, okay. Même les choses qu'ils veulent nous cacher, nous savons déjà ça en promasse. Donc, nous cacher l'information. Vous savez, tout être humain est attiré par l'interdit. Non, nous cacher l'information, nous irons chercher l'information. Et si le gouvernement, aujourd'hui, si peut-être on n'arrive pas à outrepasser les us et coutumes, c'est parce que la loi n'est pas mise en œuvre correctement pour que ça sensibilise nos parents. Si le décret d'application est pris et que dans chaque communauté, on commence vraiment à mettre en œuvre ces lois, les parents vont se dire, en vrai, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça va pas être tout rose en même temps, mais avec le temps, ils vont commencer par accepter. Donc, tant que le décret n'est pas pris, ça serait très compliqué. Donc, il va falloir que le gouvernement sache que ce de quoi ils veulent nous protéger, nous sommes déjà au courant. Mais nous le faisons très mal. Nous le faisons très mal. Et nous avons besoin d'eux, qu'ils arrivent vraiment à normaliser cela pour que nous, les jeunes, nous puissions trouver des endroits sûrs, des endroits de qualité où nous puissions avoir la vraie information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants de 10 ans, les filles de 10 ans peuvent se faire avorter toutes seules. Moi, j'ai déjà eu un cas à l'hôpital. La fille, elle est arrivée, elle saignait. Elle a dit que lorsqu'elle voit un produit où on dit interdit aux femmes enceintes, elle prend. Elle demande des conseils à des amis. Elle n'avait que 13 ans. Le jour-là, j'étais là en mode du genre, ok, d'accord, il y a beaucoup de choses à faire. Elle n'avait que 13 ans, mais elle a montré des astuces pour avorter. J'étais choquée. Mais je me dis, si peut-être la relation parent-enfant était là, elle aurait le courage d'aller dire à sa maman que maman, j'ai tel problème. Si le décret d'application était là et que cette fille de 13 ans là pouvait avoir accès au service de planification, au service de contraception, elle serait peut-être sous pilule ou sous une injection et la grossesse là n'allait pas arriver. Ou peut-être si c'est déjà arrivé, elle aura un personnel soignant qui sera beaucoup plus ouvert. La fille de 13 ans qui arrive à l'hôpital dit que maman, on les appelle souvent maman les sages-femmes, je suis enceinte, le regard déjà, elle va retourner se faire avorter ailleurs. Donc tant que le décret d'application n'est pas là, ni les parents, ni les prestataires de services ne seront pas ouverts pour accompagner les jeunes et les adolescents. Donc aujourd'hui, c'est notre cri de cœur. Permettez-nous de vivre librement notre sexualité. Et lorsqu'on parle même de sexualité, ne pensez pas directement au rapport sexuel. Non, les jeunes ont déjà dépassé ce niveau-là. Nous voulons justement savoir ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui explique ces changements-là et quelles sont les opportunités que j'ai. Merci, chers jeunes. C'est tout pour ce numéro de Capital Santé. Merci à tous de nous avoir choisis. Retrouvez cette émission si vous le souhaitez sur notre site wadr.org, rubrique émissions. Cette émission est aussi diffusée par nos radios partenaires qui sont dans les différents pays que nous couvrons. Merci, chers partenaires. Je suis Essouri Diédiou. Je vous retrouve lundi prochain. À très vite et restez en forme.